Monsieur le témoin, je vais immédiatement donner la parole à la défense de Monsieur Gbagbo, Maître Jacob ou Maître Altid. Bonjour monsieur le témoin. Bonjour monsieur. Je m'appelle Dov Jacobs et je vais vous poser des questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Vous avez indiqué ce matin au bureau du procureur, et je cite les transcrits, page 14 à partir de la ligne 2. Donc la question qui vous était posée était: maintenant, au niveau de l'expérience professionnelle, avez-vous déjà été déclaré expert devant les tribunaux? Votre réponse: lorsque j'ai servi en tant qu'expert en balistique, alors les transcrits sont real-time, donc c'est un peu dur à lire parfois, à l'Institut de recherche de la Gendarmerie nationale à Paris, j'ai été commis expert par de nombreux magistrats et réalisé, je dirais, une centaine de rapports d'expertise. Commis expert en vertu, il me semble, de l'article 158 de Code de procédure pénale française. Cette centaine de rapports dont vous parlez, vous les avez écrits en tant que gendarme, n'est-ce pas? Donc je vais d'abord me permettre de vous corriger, peut-être le transcrit n'est pas finalisé. Il s'agit de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN. Le premier point. Le deuxième point, en étant commis expert par une ordonnance de commission d'experts d'un magistrat instructeur français, on intervenait à titre privé. Donc je n'intervenais pas en tant que chef d'escadron Xavier Laroche, commandant le département balistique, mais en tant que monsieur Xavier Laroche, expert en balistique. Puisque c'est une particularité, c'est que en 32 et zoomé. Et je cite en anglais: Such a change in the mode of testimony. Un tel changement dans le mode de déposition, le président, page 30? Non, il s'agit de la note 30, merci. Donc je cite en anglais: Change in the mode. Un tel changement dans le mode de déposition s'est déjà produit lorsque Xavier Laroche, l'ex-coordinateur en criminalistique du l'OTP, a été reclassé en tant que témoin après avoir été au départ cité dans la liste des experts témoins proposés. Donc si je comprends bien cette écriture, il était prévu que vous témoigniez en tant que témoin expert pour qu'ensuite votre témoignage soit prévu comme témoin des faits. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur la procédure qui a eu lieu et les raisons qui ont conduit à ce choix? Donc je pense que pour en savoir plus sur ce choix, il faudrait poser la question au substitut du procureur qui était en charge de cette partie du procès. Ce que je peux vous en dire, c'est que suite aux essais, à la reconstitution complète de l'assassinat de Rafik Hariri, dont j'ai effectué la mise en place, que j'ai coordonné et pour laquelle j'ai écrit un rapport, beaucoup des éléments qui étaient venus soutenir la thèse du procureur concernant ce cas
Le substitut procureur en question n'a pas jugé utile de présenter ses essais. Après, pour la raison pour laquelle j'ai soi-disant été reclassifié comme d'expert à fact witness, je pense que si vous voulez avoir une réponse complète, c'est de demander au substitut procureur en question. Mais j'imagine que lorsque vous êtes approché pour devenir ou pour envisager la possibilité que vous soyez témoin, que ce soit à OSTL ou ici, vous discutez de la possibilité d'être témoin, du fait que vous donniez votre accord pour être témoin, du champ de votre témoignage. C'est quelque chose dont vous discutez avec la personne qui vous mandate. Vous n'avez pas discuté de ces questions-là avec les personnes responsables OSTL? Tout à fait, j'en ai discuté, j'ai fourni mon CV, de même que dans les rapports pour le cas présent, et il n'y avait a priori aucun problème pour que je sois qualifié comme expert dans ce cas. Merci. En dehors de votre travail au TSL, avez-vous effectué des missions pour d'autres tribunaux internationaux avant de venir travailler à la Cour pénale internationale? J'ai été du 17 février 2006 au 28 février 2009 le coordinateur criminalistique de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies à Beyrouth, qui n'était pas un tribunal en soi, mais une commission d'enquête. J'ai par la suite, étant prêté par le tribunal spécial pour le Liban à la Cour pénale internationale, effectué une mission d'investigation de scènes de crime au Mali. Dans le cas, le procureur contre Mohamed Al-Mahdi Al-Faki. Le président. Mais ceci est probablement... Enfin bon, je pensais que ceci pourrait être confidentiel, mais Al-Mahdi, non. Ce n'est pas confidentiel. En étant près du tribunal pour le Liban pour la CPI, et de mémoire, avant de rejoindre la CPI, je suis désolé, je dois regarder les dates exactes. Tel qu'indiqué dans mon CV, vous pouvez vous y référer à la page CIV, OTP 0084 42 97. J'ai travaillé en décembre dans 2014 pour le cas présent, toujours en prêt du tribunal pour le Liban, pour la CPI, mais je n'étais pas à l'époque formellement un employé de la CPI, puisque j'ai rejoint la CPI le 2 février 2015. Merci. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par en prêt? Quelle est la procédure exacte si vous êtes employé à plein temps au TSL? Donc de mémoire, sur le côté administratif, j'étais toujours employé par le TSL et j'avais un contrat de consultant ou de individual contractor, je ne sais plus exactement, pro bono, donc à titre gratuit, suite à la demande de la procureure de la CPI ou procureur du tribunal pour le Liban. Mais j'étais toujours employé du tribunal spécial pour le Liban. Comme vous l'avez rappelé ce matin et il y a quelques minutes,
pendant la rédaction de votre premier rapport, donc, on va y revenir un peu plus tard, mais si j'ai bien compris, vous commencez votre mission en décembre 2014, quand vous travaillez encore pour le tribunal spécial pour le Liban, et vous êtes embauché au bureau du procureur de la Cour pénale internationale en février 2015, avant la conclusion de ce rapport. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus pro bono, vous êtes salarié du bureau du procureur, n'est-ce pas? Oui, il me semble que j'ai conduit les opérations sur le terrain en étant en prêt. Et au moment de la rédaction du rapport, qui date du 26 juin 2015, j'étais déjà employé au sein du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Donc la rédaction de ce rapport a eu lieu en même temps que votre procédure d'embauche à la CPI, juste pour être clair. Je ne dirais pas ça puisque j'ai rejoint la CPI le 2 février 2015 et mon rapport date du 26 juin 2015, qui à mon sens fait un délai de pratiquement 5 mois. Mais vous avez commencé les opérations sur le terrain en décembre 2014. Donc entre le début de vos enquêtes sur le terrain et la fin de la rédaction du rapport, vous êtes embauché. Ça se passe à la même période. Tout à fait. Il me semble même que, de mémoire, j'avais passé les examens et les entretiens au mois de septembre. Donc le procès administratif de mon embauche à la CPI était en cours et j'ai dû recevoir, je pense, une offre quelque part au mois de novembre. Toujours est-il que j'étais en prêt jusqu'au 31 décembre. Donc je suis resté en prêt jusqu'au 31 décembre. Et après le temps d'effectuer les formalités administratives de visite médicale, de security clearance, ça a mis un mois de plus et donc j'ai rejoint la CPI le 2 février 2015. Mais j'avais passé tous les tests, il me semble, les examens écrits et les interviews au mois de septembre. Êtes-vous inscrit sur la liste des experts tenus par le greffe de la Cour pénale internationale? Non. Y a-t-il une raison à cela? Tout simplement parce que je n'ai jamais appliqué pour être sur cette liste. Et le procureur ne vous a pas demandé de le faire? Non. Your Honours, Monsieur McDonald, Monsieur le Président, si vous le permettez, le Président, Monsieur McDonald, je suis quelque peu surpris que nous revenions sur un débat pour lequel il a déjà eu une décision de la Chambre. Le Président, moi également, Monsieur McDonald, votre décision était concise mais claire. Le juge président, oui, je suis quelque peu surpris. Mais si vous voulez aller aboutir à quelque chose de particulier, nous vous laissons faire, pas de problème. Monsieur le témoin, vous avez rappelé ce matin avec le représentant du bureau du procureur les études universitaires que vous avez faites, et je ne vais pas revenir là-dessus. Vous pouvez juste, pour résumer, me dire quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu? Je pense que les diplômes les plus élevés sont 2 Master of Science, un in Engineering et l'autre in Forensic Science. Et est-ce que vous pouvez brièvement nous dire s'il y a des sujets ou des thèmes particuliers que vous avez approfondis pendant ces études supérieures, par exemple pour des mémoires de recherche de fin d'année? À l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, outre la formation militaire traditionnelle, au niveau de la formation
académique, c'est un cursus de grande école, donc avec tous les cours en mathématiques, physique. Toujours est-il que, au cours de ce diplôme d'ingénieur, j'ai suivi des cours plus particuliers de détonique et de traitement du signal. J'ai fait mon mémoire à l'Institut de recherche ELF à Solèze en France pour la mise au point d'une huile pour les moteurs de Kawasaki Grand Prix, de manière en arrivant en modifiant la viscosité et les propriétés chimiques de l'huile, arriver à gagner de la puissance selon les conditions atmosphériques des différents Grands Prix où la moto Kawasaki était engagée. Donc ma thèse à Saint-Cyr a porté sur ce sujet. En ce qui concerne le Master of Science in Forensic Science à l'Université de Lausanne, étant déjà expert en balistique au sein de mon laboratoire, je me suis spécialisé dans d'autres domaines où j'ai suivi les cours et obtenu les crédits dans d'autres domaines, ce qui m'a permis de boucler le deuxième master en 18 mois, notamment tout ce qui est criminalistique générale, interprétation, empreinte digitale, analyse criminelle et bien d'autres. J'ai fait ma thèse sur les résidus de tir de lance-roquettes de type RPG-2, type 50 et RPG-7 type 69, puisqu'à l'époque en France, ce sujet était pertinent puisqu'on avait beaucoup d'attaques de fourgons blindés à l'aide de lance-roquettes. Excusez-moi, je vous interromps juste une seconde. Donc vous venez de nous parler de votre thèse à Saint-Cyr et puis vous avez précisé que comme vous étiez déjà expert en balistique au sein de votre laboratoire, donc c'est la page 73, ligne 4, vous êtes spécialisé dans d'autres domaines. À quel moment vous êtes devenu expert en balistique dans votre cursus, selon vous? De mémoire, j'ai dû passer les premiers tests donc, de ce qu'on appelle personnes qualifiées au sein du laboratoire après quelques mois et expert directement au retour de Lausanne ou de manière concomitante au retour de Lausanne, donc en 2003, je dirais. Donc quand vous dites que vous étiez déjà expert en balistique, c'est pour ça que vous avez suivi d'autres cours à Lausanne, pas tout à fait ça. Vous dites que c'est au retour de votre retour de Lausanne? Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment exact, toujours est-il que c'était dans le processus pour que je sois qualifié expert au sein du laboratoire, que ce soit au début de Lausanne ou à la fin de Lausanne, toujours est-il que c'était quelque chose qui était pratiquement finalisé, qui était approuvé par toutes les instances et par toutes les personnes qui avaient en jugé au sein de l'IRCGN. Donc quand vous dites approuvé, j'imagine vous avez reçu un certificat ou quelque chose? Donc à l'IRCGN, les choses sont organisées de manière à respecter les standards ISO. Nous avons d'ailleurs passé l'accréditation ISO 17025, pour laquelle je suis également expert et j'ai audité des laboratoires internationaux. Et donc, dans cette accréditation 17025 est clairement mentionné que toutes les formations qu'ont reçues les personnes, les tests qu'ils ont subis pour être admis comme experts sont enregistrés au sein de l'IRCGN. Si vous pouvez
jeter un coup d'œil au niveau des qualifications et des différents stages que j'ai réalisés au cours de l'année dès que j'ai joint l'IRCGN. Vous allez trouver en 2001 un diplôme universitaire de balistique lésionnelle, où là, je ne peux pas trop parler du sujet de la thèse qui est confidentiel. Et ensuite, lorsque vous regardez, vous avez certificat de spécialiste en armes, janvier 2001, certificat de Advanced Course in Physical and Physico-Chemical Expert Methods and Toxicology, certificat of Weapon Specialist, février 2001. Merci, monsieur le témoin. Merci pour ces précisions. On peut regarder sur votre CV, mais ma question était précise. Si au sein de votre institution, si j'ai bien compris, c'est l'institution qui recevait l'accréditation ISO, pas vous en tant que personne individuellement. Alors je vais essayer d'être plus clair parce qu'il me semble que vous n'avez pas compris. Une accréditation vient accréditer une méthode au sein d'un laboratoire, ce qui oblige le laboratoire à respecter ses normes qualité. Et au sein du laboratoire, toutes les formations, tous les tests que les experts passent, tous les rapports d'expertise ou de rapports de techniciens, de personnes qualifiées qu'ils réalisent sont enregistrés. Et lorsque la personne présente tous les crédits pour être admise comme expert, dans ce cas-là, elle passe son entretien final et est qualifiée comme expert au sein du laboratoire. Merci. Alors pour rédiger vos rapports d'expertise dont vous nous avez parlé, est-ce que vous suivez des manuels en particulier ou des protocoles ou des manuels de best practices en anglais pour les différentes catégories d'expertise que vous faisiez? Donc pour les rédactions de rapports d'expertise, bien évidemment, je me base sur ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris en passant expert au sein de l'IRCGN, mais également ce que j'ai appris à Lausanne. Puisqu'à Lausanne, à l'Institut des sciences criminelles, qui depuis s'appelle l'Institut de police scientifique, qui depuis s'appelle l'École des sciences criminelles, nous avons à faire 2 cas complexes. Donc par cas complexe, on entend un cas réel dans lequel on doit traiter tout du début à la fin, depuis la scène de crime jusqu'à la déposition en cour d'assises. Et pourquoi complexe? Parce qu'il comporte plus d'une trace, plus de 2 modèles de traces différents. En l'occurrence, j'ai passé les cas complexes sur des éléments balistiques, des traces d'oreilles, des empreintes digitales et autres. Et donc, au cours de ce processus, de cette formation à Lausanne, qui est une des seules en Europe, qui dispense un Master of Science in Forensic Science, on apprend de manière très claire la meilleure façon de rédiger des rapports d'expertise. Existe-t-il un document écrit auquel vous pouvez vous référer? Je pense que vous devriez vous procurer les cours de master de l'École des sciences criminelles et tout est indiqué dans les cours de master. Pour ce qui est des rapports d'expertise à l'IRCGN, nous avions un template, une macro, de manière à rédiger les rapports d'expertise de manière consistante, je dirais, et logique. Des rapports d'expertise qui avaient été admis par les magistrats instructeurs et qui s'amélioraient d'année en année, mais dont le format convenait parfaitement aux magistrats instructeurs en France, puisque l'IRCGN avait été créé en 1987.
Merci. Je reviens en arrière juste une seconde pour que les choses soient claires sur la qualification d'expert, pour être sûr que j'ai bien compris cette fois-ci. Est-ce que vous avez reçu un certificat nominatif d'une quelconque autorité qui indique nominativement que vous êtes reconnu comme expert ? Si vous parlez d'un certificat nominatif, je pourrais vous fournir les différentes ordonnances de commission d'experts, parce que je pense qu'à partir du moment où un magistrat instructeur vous commet expert, ce document signifie bien que vous êtes reconnu comme expert, étant également nominatif, puisqu'il vous commet nommément expert dans le cas d'une affaire judiciaire. Maintenant, si vous parlez d'un certificat, d'un diplôme, non, j'étais sur la liste des experts à l'IRCGN, mais je ne me rappelle pas qu'on remettait à l'époque un diplôme ou un certificat d'expert. Donc pas de lettre officielle vous indiquant que vous aviez avec succès passé les entretiens, rien? No, there is no. Le président, non, c'est clair. Non, I would invite you now to go to the merit. Je vous inviterai à peut-être aborder la teneur du rapport. because ultimately, Your Honor, Oui, parce que en fait, Monsieur le Président, il revient à la Chambre de décider, de prendre cette décision. Le Président, mais tout à fait, il revient à la Chambre. Nous avons maintenant tous les documents et tous les éléments pour pouvoir prendre une décision. partie de la procédure, à notre avis. I would like you to go to the merit of. Serait que vous intéressiez à la teneur, au bien fondé du rapport. Donc, j'en viens à la question de vos rapports. Quelles informations vous ont été communiquées au sujet de la présente affaire avant que vous ne rédigiez votre premier rapport ? Donc pour chaque rapport, il y a une partie au départ qui est indiquée, qui est rappel des faits, où les informations qui étaient communiquées par le bureau du procureur étaient des informations générales sur les événements qui auraient eu lieu, puisque de manière très claire, nous n'avons pas, en tant qu'experts, ni le temps de s'appesantir sur les éléments particuliers, puisque nous ne travaillons pas que sur un cas, mais sur de multiples cas. Et deuxièmement, nous n'avons pas besoin de savoir tous les éléments, juste les éléments de contexte. Éléments de contexte qui sont indispensables. Comme ça a été rappelé lors du panel, j'étais là il y a 15 jours, à la conférence de International Academy of Forensic Science, et j'ai participé au panel de criminalistique. Donc ça a été rappelé de manière très claire, c'est-à-dire que l'expert ne peut pas travailler dans le flou complet. Il faut qu'en se déplaçant sur les lieux, il ait des éléments de contexte sur, évidemment, la période des faits supposés et sur les faits supposés de manière générale, puisque son travail de police scientifique sur les lieux ne peut pas et ne pourra jamais constituer à prélever tout élément sur la scène de crime. Et il a besoin de savoir quels éléments pourraient être pertinents dans le cas présent. Toujours est-il que ce travail sur la scène de crime est un travail qui est objectif, impartial et non biaisé. Je viens de publier un article dans le dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale qui a été publié mi-août, qui le rappelle de manière très claire. Ce côté non biaisé, objectif et impartial de l'expert. L'expert doit être, si vous permettez que je termine, l'avocat de la vérité,
l'avocat de la vérité scientifique uniquement. Merci, monsieur le témoin. Les informations de contexte dont vous parlez, elles vous étaient fournies par des membres du bureau du procureur? Oui, si vous lisez mes rapports, il est indiqué clairement la même chose dans tous les rapports. Selon les informations fournies par le substitut du procureur et les enquêteurs du bureau du procureur de la CPI travaillant sur la situation de Côte d'Ivoire. Et ensuite, des coups de feu auraient été tirés suite aux manifestations aux environs du carrefour Djeniko-Bénan à Abidjan entre le 16 et le 19 décembre 2010. Donc vous n'avez mené vos enquêtes sur le terrain que sur la base d'informations fournies par le bureau du procureur. Vous n'avez jamais fait de recherche indépendante de votre côté. Comme je vous l'ai dit, il ne m'appartient pas de mener mon enquête moi-même, donc on travaille dans un contexte, il faut un minimum de contexte. Là, c'est des coups de feu étaient tirés entre telle date et telle date. Ce qui donne beaucoup d'informations déjà à l'expert, c'est que effectivement, on peut rechercher des éléments balistiques, mais apprendre des informations sur est-ce qu'on peut ou pas dater les événements, quelles sont les réparations qui ont été faites. Et pour être tout à fait clair, en arrivant sur place, je n'avais aucune idée de l'état dans lequel étaient les différents éléments. Une fois de plus, et je pense que c'est relativement clair, c'est que lorsqu'on travaille en documentation de scènes de crime, il n'y a pas d'interprétation. Donc pour tous les rapports qui traitent de documentation de scènes de crime, on prend des photos qui ont des métadonnées, des coordonnées GPS, la date et l'heure. On prend des photos, on documente. Donc il n'y a aucune interprétation à avoir. Sur les rapports avec notamment celui de la mosquée du Pougon et de la vidéo, il fallait un minimum de contexte pour arriver à faire un travail plus précis de police scientifique qui est une investigation de scène de crime et le prélèvement d'objets pertinents. Donc vous nous avez indiqué ce matin et encore une fois maintenant que vous ne pouvez pas arriver sur une scène de crime sans contexte parce que vous ne pouvez pas tout prélever et qu'il vous faut un contexte. Mais dans la mesure où le contexte vous est fourni par une seule partie du procès, vous ne cherchez que ce qui correspond à cette partie. Vous ne cherchez pas d'autres éléments. Donc forcément, votre analyse que vous appelez neutre et indépendante est enfermée dans ce que vous a fourni le bureau du procureur. On est bien d'accord. Vous n'avez cherché de manière objective aucun autre élément. Président, alors là, c'est argumentatif. Là, vous êtes en train de présenter vos arguments. Vous avez posé une question, vous avez obtenu une réponse, et maintenant, cela devient une thèse que vous présentez. Je pense que vous n'avez pas tout entendu ce que j'ai dit ce matin. Ce que j'ai dit ce matin, c'est que on a des éléments de contexte, de manière à savoir les éléments pertinents, mais bien évidemment qu'on va prélever tout autre élément qui nous apparaît pertinent, même si c'est un élément qui n'a pas été fourni dans les informations données par le bureau du procureur. Et je vais vous fournir, pour éclairer votre lanterne, un exemple. Si vous vous rappelez, ce matin, j'ai parlé du haut-parleur à l'extérieur de la mosquée de Yopougon. Donc quand je vous dis que l'expert travaille à charge et à décharge, effectivement, l'orifice aurait pu être un orifice de projectile. J'ai reconstitué le haut-parleur en question et suis arrivé à la conclusion qu'il était impossible de déterminer si c'était un projectile ou n'importe quel autre objet qui aurait pu créer ce dommage au haut-parleur. Donc une fois de plus, bien qu'il y ait des éléments de contexte, l'expert travaille à charge et à décharge de manière objective, non biaisée et impartiale. Vous avez écrit plusieurs rapports avec une employée du bureau du procureur. Je ne sais pas si je peux mentionner son nom en audience publique.
ou si je passe à huis clos partiel. Excusez-moi, je ne suivais pas. Que les co-auteurs du bureau du procureur de certains des rapports, est-ce que je peux mentionner son nom en audience publique? S'il ne s'agit pas d'enquêteur, certainement. Si, c'est une enquête. Quel rapport? 4, ceux sur les prises de vue. It's P626, right? Le président P626, non P500, Monsieur MacDonald. Madame Zanetta peut être mentionnée. Un certain nombre des rapports avec Sabina Zanetta, et j'aimerais savoir comment était partagé le travail de rédaction des rapports. Donc les rapports que nous avons co-signés avec ma collègue Sabina Zanetta, c'est moi qui ai drafté tous les rapports et qui ai écrit tous les rapports de mémoire, puisqu'elle avait d'autres tâches à réaliser. De mémoire, elle a réalisé le croquis d'Abobo. Elle a réalisé le croquis pour la codification de la mosquée Sikoji Lem. Elle a relu le rapport, fait ce qu'on appelle une peer review, et nous avons co-signé le rapport. Mais c'est moi qui ai rédigé les rapports. Est-ce que vos rapports ont été revus par d'autres membres du bureau du procureur avant d'être finalisés? Absolument pas. Alors vous avez discuté avec le représentant du bureau du procureur d'un certain nombre de vos rapports ce matin, et je vais revenir brièvement sur quelques questions. Vous n'avez pas besoin de tout répéter, c'est juste pour la plupart des questions de clarification. Et je vais prendre les rapports dans l'ordre chronologique. Donc le premier rapport que je voudrais discuter avec vous, c'est le rapport CIV OTP 0076 1952 et qui correspond à l'examen de la scène de crime de la mosquée Sikoji Lem. Donc, si j'ai bien compris, le rapport, vous avez reçu votre lettre de mission le 28 novembre 2014. Et j'aimerais savoir comment vous avez été contacté. Quelle a été la procédure pour que vous soyez mandaté pour cette mission? Donc de mémoire, il y a eu une réunion entre le premier substitut du procureur, le chef de la section des sciences forensiques, qui s'appelait à l'époque l'unité de réponse scientifique. Je pense Sabina Zanetta et moi-même pour connaître nos disponibilités et qu'on voit l'étendue de la mission de manière à nous, de notre côté, au vu de la mission qui était donnée par le procureur, faire un plan d'action forensique et arriver à planifier une mission de manière correcte. Mais avant de recevoir votre lettre de mission, vous avez été approché pour voir si vous seriez intéressé, j'imagine, en vous expliquant, en vous disant des choses sur la mission. Je pense pas qu'on puisse dire si je peux être intéressé. Ce n'est pas à moi de choisir les missions que je vais réaliser. Si on me demande d'effectuer une mission en Côte d'Ivoire, je ferai une mission en Côte d'Ivoire. Si on me demande d'aller en Ouganda, j'irai en Ouganda. Donc
la question n'était pas là. La question était une organisation matérielle pour remplir la mission qui était demandée par le procureur. Deux questions. Premièrement, au moment de votre premier rapport, vous êtes employé au TSL, et vous dites que vous n'aviez aucun loisir, aucune possibilité de refuser de faire la mission pour la Cour pénale internationale. C'est ce que vous nous dites? Donc je vais répéter parce qu'il apparaît que vous n'ayez pas très bien compris. J'étais en prêt du tribunal pour Liban avec un contrat de consultant auprès de la CPI, un contrat pro bono. Donc je travaillais physiquement à la CPI. Donc j'étais un employé sous contrat à la CPI pendant ce temps-là, donc au mois de novembre 2014, et j'ai rejoint la CPI après en février 2015. Mais quelques personnes qu'ils soient, à partir du moment où vous avez un contrat avec, en l'occurrence la CPI, vous êtes un employé de la CPI, peu importe qui vous paye, si vous êtes en prêt depuis un pays étranger ou depuis une autre juridiction internationale. J'avais un badge de la CPI, j'avais des clés, et je venais physiquement au bureau de la CPI. Merci pour cette précision. Et donc, si je comprends bien, vous n'avez, en tant qu'employé du bureau du procureur, aucune latitude pour discuter des instructions que vous receviez. Donc la lettre de mission, vous ne pouvez pas refuser une mission ou discuter une mission, vous étiez subordonné à vos supérieurs, à la CPI. Donc bien évidemment, au moment de réalisation d'une mission, il y a, au niveau international comme au niveau national, un échange. Puisque un magistrat ne connaît pas forcément quelles sont les capacités au niveau scientifique, quelles sont les capacités matérielles de la section et quelles peuvent être les disponibilités des experts si plusieurs experts devaient se déplacer sur la scène de crime. Donc bien évidemment qu'il y a un échange sur la faisabilité matérielle et sur les termes de la mission. Et je vais vous le prouver, prise de vue photographique, y compris aérienne, qui auront aussi comme objet la création d'une présentation en 360. C'était à l'époque une de nos missions qu'on pouvait remplir. À l'heure actuelle, ça serait réalisation d'un modèle 3D de cet endroit. Donc là, bien évidemment, dans la rédaction de la lettre d'instruction, elle est forcément agréée par l'expert, puisqu'il faut qu'il ait la capacité. Et vous comprendrez aisément qu'il serait ridicule qu'un magistrat envoie une lettre de mission à un expert qui soit irréalisable au niveau scientifique et technique, puisque l'expert aurait écrit son rapport d'expertise. Je suis vraiment désolé, mais c'est totalement irréalisable scientifiquement ou techniquement. Nous n'avons pas les moyens de la réaliser. Merci. Vous indiquez dans votre rapport, à la page 1968, vous pouvez y aller. Faut-il que je redonne le numéro? Non, je crois que c'est affiché.